Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir pour animer ces tables rondes, donc avec Vincent Bailly et Marc Engel. Donc la thématique de ce soir, c'est la genèse d'un graphic novel, d'un roman graphique. Donc je vais surtout donner la parole à Vincent et à Marc pour échanger, pour vraiment qu'ils puissent vous expliquer la façon. Là, on voit les albums qui sont sur la table, mais tout le travail qui se fait en amont, les temps de réalisation, de montrer que la bande dessinée, on est sur des temps longs et que le fait de travailler, vous travaillez tous les deux avec des scénaristes, donc il y a tout un processus qui peut parfois changer. Mais on va attaquer donc cette table ronde qui s'inscrit donc dans Esch 2022, capitale européenne de la culture, et qui est organisée par le Musée de la Résistance et des droits humains d'Esch, et également dans le cadre de l'exposition Qui cherche la paix de France sur France Mazerel. Vincent, on va commencer par vous. Donc, vous êtes né à Nancy, vous avez fait des études à l'AIR, maintenant qui s'appelle l'AIR, aux Arts Déco. Vous avez suivi notamment les cours de Claude Lapointe. Vous avez fait un premier roman graphique, une première bande dessinée avec Roger Setter, donc chez Delcourt. Après, vous avez fait Angus Powerdale, donc avec Luc Brunswick aux Humanoïdes Associés. Depuis quelques années, et sans pour en parler de, pas exactement de fidélité, mais de travailler régulièrement avec les mêmes scénaristes, donc Chris. Et bien sûr, ce soir, on va s'attarder aussi par rapport au site donc, où on est, sur Lorraine Cœur d'Acier, que vous avez co-signé avec Tristan Thiel. Donc, Marc, je vous présente, et après, Vincent, je commencerai par une première question pour toi. Marc, donc vous avez fréquenté le lycée classique de Dietrich, où vous êtes né. Vous avez continué vos études à Cologne en art graphique et ensuite à Trèves pour enfin revenir vous installer au Luxembourg. Vous êtes éditeur, artiste indépendant, vous êtes aussi graphiste et vous êtes notamment le co-auteur du YAS, donc avec Jean-Louis Schlesser. Alors, première question, et c'est vrai que les questions vont se croiser parce que pour vraiment vous nous expliquer votre mode d'emploi sur comment vous créez donc vos ouvrages. Vincent, vous avez travaillé avec différents scénaristes. Pouvez-vous nous dire comment s'est déroulée donc, la rencontre avec Tristan Thiel, qui est votre co-auteur sur Lorraine Cœur d'Acier? Tristan Thiel, en fait, ça marche? Est-ce que ça fonctionne? On m'entend? Non. Attends. Je suis sur mute. Ouais. C'est mieux si voilà. La rencontre avec Tristan, c'est une rencontre en fait qui a été organisée par l'éditeur. Ça se passe pas souvent comme ça. Bien souvent, en fait, on arrive chez l'éditeur, donc le couple scénariste-dessinateur est formé. On est en fait, bon, la bande dessinée, c'est un tout petit monde en France comme ailleurs. Et pour le coup, on finit par connaître assez rapidement pas mal de gens, et donc si un scénariste a une bonne petite idée, qu'il a quelqu'un qui lui plaît au niveau des dessins, il va le voir. On en parle, on se plaît, on fait peut-être des petits essais entre nous, et puis ensuite on va voir un éditeur. Là, notre éditeur sur Lorraine Cœur d'Acier, c'est donc Claude Gendreau qu'on a derrière. Ça s'est passé un petit peu différemment avec Tristan. En fait, Tristan, lui, avait fait un premier album, Florange, donc, alors je crois que c'est Casterman. Et puis cet album Florange, donc il l'avait fait avec donc la fille de Lefred Touron et pour le coup Zoé Touron. Et il avait encore des choses à raconter autour de la bande dessinée. Il avait plusieurs projets. Alors pas forcément d'ailleurs Lorraine Cœur d'Acier, en tout cas c'était pas son projet principal. Il les a tous présentés chez Futuropolis parce qu'il aime bien Futuropolis, il connaît évidemment ce qui se passe là-haut. Et puis dans tous les projets qu'il a présentés, il y avait alors c'était pas Lorraine Cœur d'Acier, non je dis bêtise, en fait c'était le rapport Brazza.
voilà, à ce moment-là, c'était le premier qu'on ait fait ensemble. C'était le rapport Brazza. C'était donc quelque chose qu'il connaissait parce que un de ses copains avait sorti le travail d'une doctorante en histoire, Catherine Kotki-Vidrovich, sur cette enquête de Pierre Servagnan de Brazza au Congo en 1905. Et il venait de le lire et il en a parlé dans le pack de scénarios qu'il proposait à Futuropolis. Claude, qui aime beaucoup l'histoire, l'éditeur, ça l'intéressait. Donc, il a dit, Banco, moi, je parle là-dessus. Avec qui tu as envie de bosser ? Et j'ai fait partie des gens avec qui Tristan voulait bosser. Claude m'a téléphoné. Le projet m'intéressait parce que l'Afrique, cette époque-là, le personnage, je le connaissais un petit peu, mais finalement, je connaissais pas grand-chose à la période. Ça m'intéressait bien. Donc, on a fait ce premier album, Congo 1905, chez Futuropolis. Et puis ensuite, s'est posé la question de savoir ce qu'on avait envie de faire après. On avait encore envie de travailler ensemble. Alors, pour la petite histoire, ça s'est fait dans l'avion qui nous amenait à Brazzaville, parce qu'on a été invité en fait au lycée français là-haut à Brazzaville, et on s'est dit qu'on avait très envie de bosser ensemble, et que finalement, lui ayant bossé sur Florange et moi habitant Longwy depuis déjà quelques années, ça serait intéressant de faire quelque chose autour de ça. Donc Tristan connaissait l'histoire de la radio, Lorraine Cœur d'Acier. Moi j'ai découvert ça. C'était une bonne entrée en fait dans cette histoire. Donc pour parler de la fin de la sidérurgie, des ouvriers de la Lorraine, de ce qui s'était passé à la fin de ces années 70-80. Et puis, on a bricolé quelque chose autour, on a développé le projet et on l'a proposé à notre éditeur Claude Gendreau. Là, c'est Claude Gendreau, donc, qui est l'un des 3 éditeurs de la structure Futuropolis. Donc, Futuropolis a eu plusieurs moments de vie. Donc, il y a eu une première monture dans les années 80. Après, donc, cette structure s'est arrêtée. Par exemple, Jacques Tardy a fait pas mal d'adaptations pour Futuropolis de Céline au tout début. Après, il y a eu le renouveau de Futuropolis, version Soleil, et maintenant, donc, c'est redevenu sous le giron de Gallimard. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a le nom de structure, mais il y a des personnes. C'est vrai que Claude Gendreau, Sébastien Gnadig, Alain David, ils travaillent pour la même structure, mais ils ne cherchent pas les mêmes projets. Et c'est vrai que, comme tu l'indiques, Vincent, au tout début, c'est vraiment, on le sent, des rapports de présenter des projets à votre éditeur, d'avoir le retour, de voir et d'avoir toujours un rapport de confiance. Sur Lorraine Cœur d'Acier, je te redonnerai la parole parce que vraiment sur tout le travail de recherche d'iconographie aussi, parce que comme tu l'as indiqué sur le rapport Brazza, je pense que c'était plus complexe parce que forcément, Congo peut-être, ou peut-être qu'en iconographie c'était plus simple d'avoir des éléments. Ça dépend un petit peu en fait. Moi j'aime bien ces projets historiques, j'aime bien en fait m'immerger dans la doc. Je passe facilement 1 mois ou 2, voire plus, un tout petit peu de documenté, à chercher les personnages, faire un petit casting, faire des illustrations d'ambiance éventuellement. Donc ce petit projet, ce petit travail qui ressemble un petit peu à ce que peut faire un historien m'amuse. Et pour le coup, c'est vrai que sur Congo 1905, finalement, il y a eu des choses compliquées à trouver parce que c'est un peu loin, mais on a aussi du côté français, on aimait bien nos colonies, donc c'est assez documenté finalement. Alors c'est beaucoup les cartes postales, évidemment, c'est aussi pas mal d'illustrations d'époque, la Sethuber et compagnie, l'illustration, le journal. Donc finalement, c'est
c'est pas évident, mais c'est pas trop difficile à trouver. Sur d'autres albums, par exemple sur Belfast, on a fait un premier album avec Chris, un autre scénariste, donc chez Futuropolis. Donc c'est Belfast dans les années 87. On avait des scènes qui se passaient dans le quartier catholique qui étaient détruits. Là, pour le coup, c'était vraiment très compliqué d'aller rechercher de la doc. Sur partition irlandaise. Sur partition irlandaise, c'est un album plus récent, mais voilà. Donc il y a quelquefois des choses qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. On va vraiment revenir sur toute cette recherche d'iconographie, et notamment aussi qu'on fait une bande dessinée sur une radio, parce que je pense que tu as dû écouter énormément des émissions, donc on sent qu'il y a comme une bande son. Marc, est-ce que tu peux nous dire ton parcours, ton rapport à la bande dessinée depuis tes études au Luxembourg, en Allemagne, comment tu es venu la première fois à la bande dessinée, et comme pour Vincent, donc ce soir on va se focaliser sur un de tes titres, donc le Jas, donc de commencer à nous parler du Jas qui est issu du Sagenschatz des Luxemburgers Landes de Nicolas Crête, qui sort d'équivalent des frères Grimm du Grand-Duché. Mais est-ce que tu peux te développer donc vraiment sur tes envies de bande dessinée jusqu'à ce projet-là où on va se focaliser dessus ce soir? Alors d'abord, pour ce qui est de la formation, je dirais plutôt, moi, si on me le demande, je dis autodidacte. Parce que c'est vrai que j'ai étudié en Allemagne, tu as bien recherché tout ça, mais en Allemagne, surtout ça, c'était les années 80, en Allemagne, la BD, c'était quasiment inexistant. Au Luxembourg, c'était plutôt marginal, en Allemagne, on n'en parlait même pas. Donc c'était les petits Mickey, les petits trucs, ou alors des traductions d'auteurs francophones, belges, français. Mais moi, ce que j'ai fait comme école, là, c'était art graphique, illustration, tout ça, mais pas de la BD. Donc, pour ce qui est de la BD, vraiment, tout ce qui est technique de la BD, de la narration, c'est autodidacte. Et puis donc j'ai appris sur le tas. On m'a demandé la première commande que j'ai eue, parce qu'il n'y a pas d'éditeur au Luxembourg non plus spécialisé en BD. Donc j'attends que quelqu'un me passe commande en général, parce qu'il faut bien gagner sa vie. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. La première commande que j'ai eue, c'était un jeune éditeur, il voulait se lancer en tant qu'éditeur. Il a sorti ça et puis il a arrêté. J'espère que c'était pas de ma faute. Mais en tout cas, c'était sur l'histoire du Luxembourg, et c'était un truc assez confidentiel. C'est sorti, on en a un peu parlé, mais ça a vite été oublié. Et comme je disais, j'ai appris sur le tas. Je suis très content qu'on n'en parle plus. Par contre, par la suite, j'ai quand même essayé de me professionnaliser là-dedans. J'ai toujours continué de faire de l'illustration et du graphisme, mais j'ai quand même... j'ai passé pas mal de temps en créant des BD de quelques pages ou des trucs assez courts pour pouvoir m'exercer et pour un peu montrer aussi ce que je vaux, quoi. Je reviens sur tes lectures quand tu disais les dessinateurs, dessinatrices de la partie franco-belge. C'était la revue à suivre ou pas forcément? C'était quels étaient les auteurs en fait que tu suivais régulièrement? Justement, comme au Luxembourg, à l'époque, c'était pas vraiment très répandu. Bon, moi, je cherchais, je passais mon temps dans les librairies ou dans les magasins de journaux. Les trucs sur lesquels je tombais, c'était notamment les magazines à suivre, Pilote, tout ça, quoi. Ça, assez bizarrement, ça existait même au Luxembourg, et on en trouvait. Et c'est là que j'ai appris à connaître ces auteurs-là, parce que moi, quand j'étais jeune, pendant mon école,
je me rendais pas compte. Moi, je connaissais Astérix, Tintin et Bogdani, et puis voilà. Et donc, je me disais, quand j'étais jeune, je me disais, mais il faudrait essayer de trouver, il faudrait trouver une BD plus adulte, plus ambitieuse, plus artistique, tout ça. Alors, j'ai fait un voyage en France pendant les vacances. J'ai constaté que je n'inventais rien. Là. C'était Tardy, Möbius et compagnie, quoi. Et c'est eux qui m'ont appris le métier de dessinateur. Et Vincent, quand tu étais à Strasbourg, lors des années aux Arts Déco, quelles étaient tes lectures ? C'était divers et varié, Métal Hurlant ou d'autres ? C'était divers et varié, oui, Métal Hurlant. Moi, alors je fonctionnais beaucoup sur l'Heroic Fantasy, donc j'aimais bien Donjons et Dragons et tous ces machins. Donc, alors, je cherchais aussi, comme Marc, des revues qui m'intéressent. Alors, j'étais pas mal sur le comics à ce moment-là. Le manga était encore pas arrivé en France, et des revues comme Epic aussi m'amusait bien, Métal Hurlant évidemment, je connaissais bien, et puis tout ce que la BD avait d'un petit peu intéressant, un peu novateur a priori, tant au niveau de la narration que du dessin, et des gens qui pratiquaient l'Heroic Fantasy, donc Loisel, en fait, a été très très tôt une grosse influence. La quête de l'oiseau du temps. La quête de l'oiseau du temps. Le Rige, c'était un album que je mettais très haut à ce moment-là, encore maintenant. Et moi, j'ai démarré par l'Heroic Fantasy. Alors moi, j'ai commencé par l'illustration et l'illustration pour enfants. Ensuite, l'Heroic Fantasy avec 6 albums chez Delcourt et chez les Humanoïdes Associés. Et puis voilà, donc mes influences, les arts décoratifs, c'était illustrateur qui bossait dans cette partie-là. Et là, on va vraiment parler technique, parce que c'est vrai de voir, tu as une nouveauté qui vient de sortir, même si on va vraiment avoir la focale sur Lorraine Cœur d'Acier. Est-ce que tu peux nous dire quelle est la durée de réalisation d'un album comme Lorraine Cœur d'Acier ? Et puis, quels sont pour toi, tu as déjà dévoilé la première étape, donc vraiment de la discussion avec Tristan, l'échange avec votre éditeur Claude Gendreau, mais comment tu le vois ? Tu le vois sur une espèce de décathlon, une espèce de course de fond ? Comment vois-tu la réalisation d'un album de bande dessinée, et même en nous disant le nombre de mois et parfois le nombre d'années, pour que les personnes puissent vraiment se faire une idée du temps que ça prend. Bon, ça dépend des albums. Là, pour le coup, on est plutôt sur d'assez gros albums chez Futuropolis. Le dernier fait 62 pages, alors que c'est une série. Ça sera 3 albums, c'est une série de 3. Donc, là, on est sur 80, si je me souviens bien, ou 82, sur Lorraine Cœur d'Acier. En plus, moi, je bosse en couleur directe, je suis pas quelqu'un de super rapide, donc un album, ça fait au moins 1 an et demi. Ça devrait faire 1 an. En pratique, ça fait plutôt 1 an et demi. Le temps de se trouver, de chercher avec le scénariste, chercher de la doc, c'est ce que je disais, il y a bien 2 mois qui se passent en recherche, les personnages, que le scénariste commence le travail de scénario et de découpage, voilà. Donc le scénario, oui, vous en avez un exemple derrière. Ça démarre évidemment là-dessus. Moi, je travaille avec des scénaristes qui découpent assez fortement toute la page, qui me mettent donc le travail case par case, qui me mettent évidemment les dialogues, qui me mettent aussi des indications de plans éventuellement. Et moi, je réagis là-dessus. Je pars évidemment sur les storyboards, on cherche un peu, je fais des esquisses, je remonte ensuite les esquisses parce que j'aime bien que les expressions, qu'on ait une petite validation et puis qu'on ait quelque chose qui se passe entre le scénariste, le dessinateur et même l'éditeur. Futuropolis, ce sont des éditeurs qui aiment bien suivre les projets, c'est vraiment pas le cas partout. Donc voilà, on prend le temps là-dessus et puis comme je bosse
bosse en couleur directe, on en reparlera peut-être tout à l'heure, avec des pinceaux à l'ancienne, il faut le temps de réaliser les pages. Donc 1 an et demi, il y a même des albums qui durent plus longtemps. Par exemple, donc celui qu'on vient de sortir, qui est donc Partition irlandaise, on l'avait démarré avant Lorraine Cœur d'Acier. Il y a eu un certain nombre de soucis et donc on a un peu retardé en fait cet album sur l'Irlande et sur Belfast. J'ai fait Lorraine Cœur d'Acier entre la première moitié réalisée de Partition irlandaise et la seconde moitié, si bien que ça fait un album qui a couru sur plus de 3 ans, quoi. Voilà. Donc c'est 1 an et demi au minimum, et puis voire plus si on prend un peu plus de temps. Une question aussi qui sera partagée aussi avec Marc. Dans le fait de travailler avec un scénariste, mais Vincent, tu as déjà pas mal répondu, tu préfères avoir des indications assez précises sur le découpage. Vraiment, je ne sais pas si tout le monde peut voir donc la page du scénario. C'est très indiqué, c'est-à-dire qu'on voit la caméra, on voit la mise en scène. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas, non. Il y a sûrement autant de façons de fonctionner que de couple scénariste-dessinateur. Moi, j'aime assez ça, et en plus, je travaille en fait avec des gens qui aiment bien ce moment et qui aiment bien découper eux-mêmes. Tristan, en fait, fait du documentaire, donc il est réalisateur de films documentaires, et finalement, il est aussi monteur sur certains films aussi. Il aime bien maîtriser cette partie. J'ai travaillé avec des scénaristes qui ne faisaient pas ce travail de découpage. Après, je ne me sens pas contraint par le fait d'avoir une proposition au niveau du découpage. Il y a toujours la possibilité, et c'est pas rare, que je remanie un petit peu, que je refasse une proposition. Il faut, voilà. Ouais. Donc quelque chose d'un peu différent. Et en général, on s'entend bien avec Chris et Tristan, donc il n'y a pas de souci. Si vraiment il y avait un souci et un désaccord, il y a l'éditeur qui est très présent, quoi, et qui tranche éventuellement et qui nous donne son avis. Et en général, ça se passe bien. Marc, pour toi, sur les scénarios de Jean-Louis Schlesser, est-ce que c'est aussi détaillé ou c'est plus une liberté? Quelles sont vos façons de travailler, en sachant que, comme Vincent, tu travailles très régulièrement et depuis longtemps avec ce scénariste-là? Oui, mais non, c'est exactement le contraire. Lui, Jean-Louis Schlesser, il est très ouvert. D'abord, on s'est rencontrés, moi j'ai déjà, au début, c'est moi qui ai scénarisé mes propres albums, et là c'était la première collaboration avec un scénariste, et lui il m'a abordé, mais il a tout de suite dit, je suis scénariste de film. Et ça c'est quand même un autre boulot, ça, hein. C'est pas la même chose. Et il m'a présenté tout d'abord un synopsis, donc un résumé d'une demi-page. Ensuite, le projet en soi, il était censé devenir un film, un court-métrage même. Et donc, il n'y avait pas grand-chose de plus que ça, hein, ce petit texte-là. Et on a développé tout ça ensemble, puisque lui, la BD, il n'était pas encore... il était amateur, mais il n'était pas dedans, quoi. Et donc, on a développé tout ça ensemble. Et puis, il a... il a très vite adopté une attitude très professionnelle, mais en même temps, il est resté très ouvert quant aux indications des images. Et moi, ça m'arrange beaucoup parce que quand on voit mes albums, c'est pas des trucs au découpage rigoureux, c'est vraiment assez éclaté souvent, et je préfère prendre mes libertés, quoi. Et donc, si on me contraint, si on m'impose trop de contraintes, ça sera difficile. On revient un tout petit peu sur le personnage du Yas qui est originaire de la guerre de 30 ans. Pourquoi l'avoir replacé dans la Seconde Guerre mondiale? Et autre question qui va avec, pour toi, quelles sont les contraintes ou les facilités qu'apporte le médium de la bande dessinée avec ce type de personnage en le faisant revenir dans une autre période?
Il faut dire que, bon, tu disais tout à l'heure, Grete, c'est un peu les frères Grimm luxembourgeois, c'est vrai, mais dans un sens, mais dans un autre sens, ils ont plus, c'est des légendes qu'ils ont recueillies, et enfin, qu'il a recueillies, Grete. Et en fait, les légendes, c'est beaucoup moins précis, et c'est beaucoup plus, comment dire, il n'y a pas des intrigues là-dedans, il y a juste, c'est des personnages qui surviennent, c'est les histoires qu'on se raconte le soir près du feu, quoi. Et donc, très souvent, c'est des histoires, c'est des petits, comment dire, la plupart du temps, c'était des mensonges qu'on se racontait le soir pour s'amuser, quoi. Et la légende qui est à la base du Yaz, elle s'appelle Yaz Mansion, en fait. Et c'est un personnage qui rôdait dans les Ardennes luxembourgeoises. Mais c'était pas situé dans un contexte historique. Hein. Donc le contexte historique, même la guerre de 30 ans, c'est nous qui l'avons situé là. Hein. Donc c'était pas initialement fixé. Alors bon. On a repris, on a développé cette histoire et elle finit. Là, je vais pas raconter trop, mais elle finit en annonçant que le Yaz, il va revenir. Et forcément, quand il revient, bon, il faudra trouver une époque où ça marche. Et la Deuxième Guerre mondiale, ça a été un contexte complètement différent, surtout au niveau documentation, tout ça. Mais au niveau contenu, c'était assez intéressant de le faire évoluer dans cet entourage-là. Alors on va passer sur une question qui est vraiment pour vous deux. Hein. À la lecture du scénario, de la V1 du scénario, bon, on est sur un stade d'avancement où il y a eu quelques mois, vous êtes déjà dans les crayonnés, mais avant tout ceci, c'est vrai que Vincent en a déjà parlé, mais peux-tu nous dire comment tu as collecté toute l'iconographie, peut-être pour Lorraine Cœur d'Acier, l'écoute des émissions, tout ce qui t'a permis vraiment de définir l'identité visuelle. On voit qu'il y a un plaisir de dessiner les crassiers, les bars, vraiment toutes ces ambiances-là, oui, bien sûr. Mais de voir comment tout ceci, ça se met en place, et que je pense qu'on sent, dans ce type de projet, on doit avoir une certaine impatience aussi des fois de dessiner certaines choses. Ah oui, il y a des choses qui sont vraiment super intéressantes à dessiner. La première envie graphique plastique sur Lorraine Cœur d'Acier, c'était en fait, moi, alors je vous ai dit, hein, ça fait 10 ans qu'on est sur Longwy, et la toute première chose qui m'avait un peu interpellé, c'est qu'il y a beaucoup de photos qui ont été prises depuis le Belvédère, pour ceux qui connaissent un peu le coin, où on voit le fond de vallée avec les usines qui fument, et puis le crassier qui est derrière, qui est très impressionnant. Ma foi, je fais du sport à Mont-Saint-Martin, qui est une ville à côté de Longwy, et il y a une salle où il y a ces grandes fresques, enfin ces grandes photos donc au mur, et je reconnaissais pas le coin. Tout simplement. Donc j'ai commencé à en discuter avec les copains. Ils m'ont dit, mon bonhomme, c'est Longwy dans les années 80, il y avait le crassier, il y avait les gines et tout. Donc j'ai commencé à aller voir un petit peu les photos d'époque, me rendre compte que ça avait beaucoup changé au niveau du paysage, et pour compte, ils ont fait tomber le crassier, ils en ont fait des routes, et puis ils ont démonté les usines qui sont parties en Chine, si je me souviens bien. Et voilà, donc une partie de l'envie de départ, c'est se dire que la région a beaucoup changé, il y a beaucoup de gens qui sont partis, évidemment, ça a eu une grosse répercussion au niveau de l'emploi et même de la population au niveau de Longwy, mais également le paysage a changé énormément. Ils ont démonté le golf, l'usine, ils ont mis un golf à la place, donc voilà, ça a interpellé un petit peu. Je suis allé voir les gens, discuter avec tout le monde. Il y a en particulier donc une association de mémoire ouvrière
ouvrière qui s'appelle l'Amicale, qui collectionne des photos, qui collectionne des cartes postales, donc des extraits vidéo et des extraits de journaux de l'époque. Donc ils m'ont pas mal aidé sur l'iconographie. J'ai aussi pas mal discuté avec les gens. C'est une époque qui est pas très lointaine, hein. Donc finalement il y a aussi pas mal de monde, pas mal d'acteurs qui sont là, en particulier Michel Olmy, qui était président, secrétaire de la CGT en fait sur l'antenne de Longwy. Donc j'ai passé pas mal de temps tout simplement au café à discuter avec lui. Il m'a filé des photos. C'était plutôt rigolo. Ouais. Est-ce que tu peux développer sur ceci aussi, parce que sur bien sûr ce premier temps d'aller glaner son témoignage, d'aller le dessiner, de le voir plus jeune, mais aussi en cours de processus de création, est-ce que tu lui apportais peut-être des planches qui étaient terminées ou pas? Je lui ai montré des choses, alors je ne l'ai pas vu tout de suite, donc j'avais eu le temps de bosser un tout petit peu sur les planches. Et puis, alors on parle de la radio, donc du travail des deux journalistes qui sont derrière, mais pour le coup, j'avais aussi on voulait aussi qu'il y ait un travail de fiction autour d'une famille, les Lipowski, des Polonais. On voulait en fait un papa qui soit très impliqué dans l'usine, et puis son fiston Camille qui aurait 18 ans et qui vit ça comme un adolescent, et qui se demande en fait, comme pas mal d'adolescents probablement à l'époque, en tout cas c'est ce qu'on voulait introduire, qui se demande s'il doit rester ou s'il doit s'en aller, quoi. Et donc il voit ça avec ses yeux d'adolescent, de jeune adulte même. Il y a des conflits avec le papa parce que c'est compliqué, c'est une époque de changement, donc on a voulu mettre tout ça en scène aussi, au-delà du travail sur la radio et sur donc les manifestations avec les sidérurgistes. Voilà. Ça, on va en reparler aussi, sur la création de personnages de fiction dans la grande histoire. Marc, sur les références sur la Seconde Guerre mondiale, tu me dis si je me trompe, et on voit que parfois il y a comme des photos qui sont utilisées dans le bon sens. Ça fait un peu dans la veine du photographe de Didier Lefebvre et d'Emmanuel Guibert. Tout ce travail d'iconographie, tu l'as fait avec ton scénariste, ou dis-nous exactement, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse énormément, ou parfois tu dis je me laisse un peu de liberté pour pas que ça soit uniquement un documentaire sur une période donnée? Je crois que c'est ce que tu as fait, Vincent, par exemple sur les habits, parfois de se laisser un peu de liberté. Oui, bien sûr. Ouais. Non, mais au Luxembourg, il n'y a pas question de prendre des libertés sur les réalités historiques. Il y a toujours quelqu'un qui te tombe dessus et qui te massacre si tu te trompes. Voilà, il fallait vraiment faire des recherches profondes. C'est toujours de l'iconographie, donc on trouve surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, on trouve des photos, on trouve quelqu'un qui vous conseille aussi, donc c'était pas si difficile que ça, mais j'avais un souci d'authenticité par rapport à tout ce qui est iconographie, parce que je sais très bien que on fait très attention là-dessus, et surtout que pour la Deuxième Guerre mondiale, il y a des sensibilités qu'il faut respecter. Sensibilité, bien sûr, par rapport à l'histoire. On revient au dessin. Est-ce que il y a des éléments graphiques qui te posent énormément de problèmes, et tu te dis tiens, je vais le contourner? Tu fais un album avec un dessinateur italien, Luigi Critone, Aldobrando. Bon, il n'aimait pas dessiner les chevaux. Bon, pas de chance pour lui sur ce centaine de pages. Je crois qu'il y a 50 pages avec des chevaux. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments où tu te dis faut que je change la mise en scène, faut que je change un peu la caméra pour éviter certaines choses? Ce serait une question qui sera partagée avec Vincent. Ce serait un peu triché si on disait maintenant oui, mais moi j'aime pas dessiner les machines, alors j'évite toutes les machines. C'est pas possible, et ce serait un peu ce serait triché, quoi. Donc non, là j'essaye de m'accrocher et d'en faire
mon boulot, hein, de dire, voilà, si je dois dessiner un site industriel, même si c'est pas ça va pas tout seul, il faudra que je trouve ma façon de l'aborder. C'est ça qui est important. Alors évidemment, il y a des scénarios, quand on me les propose, je vois qu'il y a plein de trucs qui ne m'intéressent pas, où je sens que je ne suis pas à l'aise là-dedans. Là, je dis non d'office. Et à l'inverse, en plaisir de dessin, par exemple, sur cette double page, on sent vraiment, c'est quelque chose on sent que tu as eu l'envie vraiment de dessiner. C'est une double page qui, je trouve, très, très réussie. Mais c'est très souvent que je mélange le réalisme et le côté typiquement BD, quoi, qui est mouvement, qui est un peu placatif aussi. Donc on est un peu dans des trucs expressionniste, si j'ose dire. Donc on commence par une image assez photographique et puis on développe ça et ça devient de plus en plus graphique. Moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent parce qu'on n'a pas que le dessin, on n'a pas que la patte, mais il y a aussi il y a la composition de l'image, il y a la lumière qu'on utilise, tout ça, ça joue aussi. Pour moi, c'est important, ça. Et pour toi, Vincent, entre dessiner un concert des Clash et dessiner des hélicoptères, est-ce qu'il y a quelque chose que tu apprécies le plus ? Oui, bah évidemment, je préfère dessiner les Clash, c'est plus rigolo. Maintenant, comme dit Marc, s'il y a quelque chose qui est dans le scénario et dans mon histoire et que j'ai choisi cette histoire, il n'y a pas de raison. Un hélicoptère, je vais aller voir comment égoler un hélicoptère de la gendarmerie à ce moment-là, et puis je vais essayer d'être un peu précis. Alors je suis pas un dessinateur très réaliste, moins que toi, mais voilà, il faut aussi, si tu travailles sur un bout d'histoire, que ça soit à peu près bien rendu, quoi. J'ai fait peut-être plus attention sur d'autres choses. On a travaillé aussi sur la Seconde Guerre mondiale, donc c'est vrai qu'il y a peut-être sur un sac de billes, ouais, de Joffo. Donc il y a peut-être eu un travail de documentation qui était encore plus fort sur ces albums, même si sur le Reniqueur d'acier, j'ai fait aussi attention d'être précis, de correspondre au lieu. En plus, j'habite là-haut, donc j'avais pas envie qu'il y ait de déception par rapport à ça. Je me suis documenté, j'ai vu les photos des gens. J'avais commencé moi à dessiner des petites jeunes femmes. Alors je m'étais dit années 80, ouais, Madonna avec des nœuds dans les cheveux et compagnie. Et finalement non. À l'époque, ça ressemble pas tant à ça dans l'OI. On est plutôt sur quelque chose qui a des pattes def, des choses qui datent un petit peu plus des années 70. Donc voilà, je respecte ça et je dessine dans cette direction ensuite. Et puis s'il y a des choses un peu pénibles où il faut se documenter un peu plus. Bon, c'est pas pénible à dessiner un hélicoptère, mais c'est vrai qu'on n'en dessine pas tous les jours. C'est comme les voitures. Bon, bah voilà, il faut juste être précis et prendre un peu son temps. Et puis ça se passe bien. Vous avez indiqué tous les deux, donc on est vraiment sur des durées qui sont longues, des projets au long cours. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une baisse de motivation ou il y a un petit caillou dans la chaussure sur un projet ? Qu'est-ce qui vous fait repartir ? C'est le scénariste, c'est aussi peut-être parfois l'appui de l'éditeur, de se dire, de repartir. Qu'est-ce qu'une journée type pour vous, si elle existe, en sachant, est-ce qu'une journée type peut être intéressante pour vous ou au contraire, instaurer une routine de création, ça peut être plus dangereux ? Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de journée type. Je suis quelqu'un qui aime bouger, je ne suis pas le dessinateur typique qu'on imagine attaché à sa table de dessin et qui ne bouge pas pendant des heures. Je ne suis pas comme ça. Moi, je dessine, je fais une case et puis je sais pas, je vais faire un tour, il faut que je bouge, tout ça. Et donc, ma journée, elle est un peu comme ça. Hein. Si j'en ai marre, je pars, je vais faire, je sais pas moi, une promenade, des courses ou n'importe quoi, et puis je reviens. Hein, bon, c'est toujours une question de discipline, évidemment, de revenir et de se remettre au boulot. Hein, mais et surtout quand on a des périodes, comme tu disais, des périodes un peu plus difficiles, bon, bah, il faut les survaincre. Hein, il n'y a pas photo. Hein, et surtout, par exemple, le Yaz,
Il a été pré-publié dans le Jeudi, un hebdomadaire luxembourgeois. Donc il fallait livrer toutes les semaines, pas question de traîner. Hein. Il fallait mettre le paquet. Et puis on ne demandait pas si c'était marrant ou non. Hein. Il fallait y aller. Il fallait rendre. Vincent ? La BD, basiquement, c'est un travail de fond. Tu en parlais tout à l'heure. Donc, il faut de toute façon être capable quand même s'il y a des moments où, effectivement, enfin, on est libre de son temps. C'est ce qui est très bien dans ce boulot. Si j'ai envie de prendre une après-midi pour aller voir des copains ou aller au cinoche, boire un coup, enfin voilà, ça je peux le faire. Mais ça reste un travail au long cours. Et donc, si on n'est pas capable d'abattre une certaine quantité de travail, il ne se passe pas grand-chose. Je dis que je suis lent, mais si je mets 10 ans sur un album, je ne vais pas rester dessinateur, clairement. Donc, il y a aussi des routines, des choses qui font que j'essaye de travailler un certain nombre d'heures par jour sur la bande dessinée. Je n'ai pas tant de coups de mou que ça, finalement. Ça fait longtemps que je le fais. Moi, j'aime bien dessiner, j'aime bien raconter surtout des histoires. J'aime bien avancer gentiment et puis que le travail se fasse au fur et à mesure des jours. Si vraiment j'étais moins motivé, éventuellement je repars sur l'illustration. J'ai des carnets de crevard, je vais faire de l'aquarelle et puis je me change un peu les idées où j'accepte un boulot de graphisme ou d'affiche un peu différent. Voilà quoi. Et puis ça dure 2-3 jours et je reviens volontiers sur la bande dessinée. Voilà, mais il n'y a jamais de moment où je suis complètement en panne et il n'y a plus d'envie du tout. C'est ce qu'on a de bien par rapport à d'autres métiers, quoi. On aime ça. Et puis avec l'expérience de plusieurs albums pour vous deux, de se connaître, entre guillemets, de connaître ces temps de passage et de voir comment ça peut fonctionner. Avant de parler de vos deux techniques, Vincent, je reviens vers toi sur... c'est vrai que quand on pense à un projet BD sur la Lorraine, en général, le nom de Baru arrive assez vite. Hein. Donc, l'auteur de Keket Blues, l'autoroute du soleil, manga lorrain, s'il en est, qui avait été publié chez Kodansha par les Japonais à l'époque. Comment tu as pu te situer en se disant... J'ai cette veine-là, c'est hommage, mais tout en gardant ton style, en sachant que j'ai remarqué une chose, je crois, mais peut-être que je me trompe, donc le lettrage, le texte dans les bulles, j'ai l'impression que vous avez repris un lettrage, c'est peut-être ton écriture, mais qui est très très proche de l'écriture de Baru. Ça j'ai pas regardé en fait, peut-être. Alors après, oui, il y a une influence évidemment. C'est pas forcément l'auteur qui m'a le plus influencé au départ. Hein. Je vous parlais d'illustration et d'Heroic Fantasy au tout début, mais clairement en arrivant sur un album sur la sidérurgie en Lorraine et sur ce type de thème, je savais que Baru serait derrière toutes les pages. Donc je l'assume, il y a pas de souci. D'autant que pour le coup, Tristan Thiel, donc le scénariste, a été l'élève de Baru aux Beaux-Arts de Metz. Alors Tristan dessine pas, mais il a fait quand même la section narration de Metz, et donc il est très copain avec Baru. Claude Gendreau est copain aussi parce qu'ils sont de la même génération et ils ont fait des tas de trucs ensemble, et que Baru nous a même fait l'amitié de faire 4 planches de post-face dans l'album. Donc voilà, je savais qu'on allait me parler de Baru ensuite. C'est quelque chose c'est une influence que j'accepte tout à fait. J'aime bien ce qu'il fait. Alors je me suis pas rendu compte de cette histoire de lettrage. Là pour le coup c'est pas quelque chose que j'ai calibré. En fait j'ai pas appris à faire du lettrage en regardant ce que faisait Baru par exemple. Mais oui, dans les graphismes, dans les personnages, il y a des choses qui viennent du monsieur. Ce qu'il y a de bien, c'est que je fais cet album à un moment où je suis déjà un peu complet comme auteur. Donc voilà. Et ça rajoute sur le clin d'œil où à un moment donné, les personnes sont invitées chez les Baruléa, oui. Qui est le nom de famille de Baru.
Oui, ça c'est un clin d'œil de Tristan et c'est plutôt rigolo et c'est plutôt bien vu. Ça m'a bien amusé quand j'ai vu arriver le scénario. J'imagine à la lecture, ça doit être... C'est drôle. Marc, on voit des influences, hein. Tu me dis, mais pour moi, Didier Comès, Silence, La Belette, tu parlais de À suivre tout à l'heure. Moi, je trouve qu'il y a aussi un côté Frank Miller, Sin City, un peu aussi, et aller chercher vers les Argentins, vers Breccia aussi, on voit ce travail-là. Comment tu te situes? C'est vrai, et on parlera après aussi d'élargir et de parler de la bande dessinée au Luxembourg. Comme tu le dis, au Luxembourg, les influences sont multiples, les personnes sont polyglottes, on peut lire de la bande dessinée en allemand, en anglais, en français, etc. Comment tu as créé ton identité graphique par rapport à toutes ces influences-là? Disons que... le problème avec les influences multiples, c'est qu'il faut faire son choix. Hein. Et là, faut voir ce qu'on a comme tempérament. Moi, la ligne claire, j'apprécie beaucoup, mais ce serait pas pour moi. Hein. Donc, on a vite fait le tour, et puis on reste accroché sur des choses où on a l'impression que ça correspond un peu à son propre tempérament. Et comme tu vois, tu les as cités en grande partie. Miller un peu moins, parce que j'aime pas trop les Américains, franchement. Mais par contre, Comès, oui. Et puis le groupe, ce que j'aime beaucoup, et ce qui est un peu méconnu, il y a Breccia, mais il y a tout le groupe de Venise, Battaglia, Topi, tout ça. Et là, chez Mosquito en français. Voilà, exactement. Et je suis très fier. Mon prochain album, il va paraître chez Mosquito. Chapeau. Merci. Michel Jans, très bon éditeur, passionné. Mais c'est justement, lui, il est spécialisé dans la réédition de ces auteurs italiens qui sont un peu tombés dans l'oubli, malheureusement. Et lui, il les fait revivre, en fait. Et il a relancé vraiment Topi, après sa mort, mais un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Chine. Il y a des histoires incroyables sur comment Topi est revenu grâce à Mosquito. D'autres influences où on parle sur la technique? Marc, si tu veux bien débuter, parce que c'est vrai que là, on va faire sur... vraiment sur ta façon de travailler, sur traditionnel, pinceau, tout ce que tu utilises pour vraiment avoir ce rendu-là et avec toutes les étapes. Et Vincent, après, on partira d'une planche de Lorraine Cœur d'Acier où tu expliqueras tout le processus également. Pour moi, le IAS, le diptyque du IAS, il a été un peu un moment clé, un tournant, parce que avant, je faisais plutôt des albums plus classiques, disons. C'était ce qui est assez bizarre, parce que c'était toujours des albums que je scénarisais moi-même, donc en fait, théoriquement, j'avais beaucoup plus de liberté, mais en réalité, quand j'ai pu m'appuyer sur un scénariste qui me livrait l'histoire, je me sentais plus libre pour faire évoluer ma technique et pour faire des recherches graphiques, tout ça. Et là, je suis donc... j'ai vraiment j'ai fait beaucoup d'essais. J'étais parti sur une vingtaine de planches et puis j'ai recommencé parce que j'étais pas content et je sentais que ça n'allait pas aboutir. Et là, j'ai développé une technique que depuis j'emploie très souvent. On appelle ça un lavis. Non, ça c'est un mauvais exemple. Ça c'est une gravure sur bois. Mais les planches, voilà. Comme celle-là, c'est du lavis, donc c'est de l'encre diluée qu'on travaille comme l'aquarelle. Et donc c'est très traditionnel comme technique, il y a les anciens maîtres qui travaillent comme ça. Et en même temps, ça me permet Nicolas, auparavant, il m'avait demandé de lui fournir des crayonnets. Il n'y a pas de crayonnés chez moi, parce que les crayonnets, ils sont en dessous des misonnettes. Hein. Donc je travaille vraiment, je prends des planches, des feuilles de dessin très solides, parce qu'il faut pouvoir gommer et enlever toutes les ratures, tout. Et puis je travaille dessus en couches.
jusqu'à ce que ça soit... Tu travailles sur quoi comme papier ? J'ai maintenant c'est une marque allemande qui s'appelle Hahnemühle. Hahnemühle, oui. Ouais. Mais c'est une série de papier aquarelle assez épais, mais sans structure, hein, parce que la texture, ils sont très bons, et là, c'est assez mat comme texture. Vincent, tu pratiques aussi le lavis. On va faire... Alors moi, je pratique le lavis parce pareil, moi j'ai un crayonné que je recouvre ensuite avec un ancrage. Alors oui, là, on peut partir du storyboard, si on veut, c'est comme tu veux. En fait. Ouais, à la limite, parce que c'est vrai que c'est des choses qu'on voit pas forcément, même dans les pages entre guillemets bonus ou pour aller plus loin. Là, on a un peu le temps. C'est vrai que le scénario, là on voit le découpage est vraiment détaillé. Tu sais donc exactement. Le scénario plutôt très découpé. Moi je vois ça. Souvent en fait j'ai des scénaristes qui bossent par séquence, donc je reçois 5-6 pages d'un coup. C'est une scène ou deux de scénario. Je vais analyser ça, je vais faire mes petites recherches, éventuellement rechercher tel ou tel personnage. Donc on fait un petit casting éventuellement, je vais chercher de la doc et puis je me lance sur un storyboard classique. Simplement, moi je le fais en couleur. J'aime bien en fait que donc les choses soient mises en place assez rapidement à ce niveau-là parce qu'en fait je suis illustrateur au départ et que quand j'ai commencé à faire de la couleur en bande dessinée, j'ai très très vite fait le peintre et donc je faisais un petit tableau à chaque case. Et c'était pas très concluant. Donc le bon moyen pour m'empêcher d'en ficher partout et m'empêcher d'avoir une petite peinture par case, qui est quand même un bon piège, c'était de faire en assez petit. Donc ça c'est du A5, c'est vraiment aussi une demi-page A4 pour chaque page. Voilà. Mettre la couleur sur aussi petit fait que je la rends signifiante et que j'ai aussi une narration. Donc je raconte aussi avec la couleur, c'est ça qui m'intéresse en bande dessinée et c'est ça qui rend plus intéressant ce travail de la couleur à mon sens. Donc oui. Petite question là, c'est vraiment pure curiosité. Entre la lecture du scénario et ce storyboard, comment t'as toute la musique, la musique vraiment du flow des cases, du mouvement, ça te vient vraiment directement? Je vais gribouiller en fait sur le scénario. Alors j'écoute de la radio, j'écoute France Inter en fait, France Culture. J'écoute aussi assez facilement Classique 21 parce que j'aime bien ce qu'ils font et que finalement je peux bosser en fait en écoutant ça. Et puis j'ai des playlists perso. Voilà, c'est plutôt du rock, mais voire un peu de country, et donc je mets ça en fond et puis j'attaque les storyboards, je gribouille sur les scénarios. Une fois que je suis à peu près content, je fais les stories en couleur, j'envoie ça au scénariste et à l'éditeur et puis on va partir sur les crayonnés. Voilà. Donc ça c'est un crayonné. Souvent je mets en place le lettrage au départ parce que ça m'énerve en fait de ne pas avoir la place de mettre le texte une fois que j'ai fini les dessins. Donc je fais ça en premier et puis une fois qu'on a discuté et qu'on est d'accord sur le storyboard, éventuellement ça peut changer un petit peu, je vais partir sur les crayonnés et les expressions. Ça je le scanne parce que souvent l'éditeur et le scénariste ont envie de voir ce moment-là et puis j'aime bien avoir leur avis tout simplement. Donc je fais un crayonné relativement lâche sur tout ça et puis je fais un ancrage au feutre ou au pinceau. Alors ensuite, je pars comme Marc en fait sur du lavis. Alors là, on a déjà une première étape de la couleur, mais en fait moi, la toute première étape avant, c'est les fonds jaunes et bleus qui sont ici. En fait, c'est juste un lavis de noir que je mets pour installer en fait les ombres, pour installer du contraste, ce qui se passe en dessous, du toit de la voiture. En fait, les contrastes de lumière. Là, on a un moment en fait où ils sont en train de couler
fait faire une coulée. Donc on a quelque chose qui est assez lumineux. Donc je vais commencer par ce travail de lumière, par un travail de la vie en noir. Ensuite, je monte mes couleurs gentiment en commençant par les couleurs de fond. Ou les couleurs dominantes. Là, c'est plutôt un jaune et des bleus parce que ça se passe en hiver. Et puis, au fur et à mesure, je monte mes couleurs et je détaille de plus en plus mes illustrations. Voilà. Jusqu'à la version finale. Jusqu'à la version finale qui ressemble à ça. Voilà. C'est une technique d'aquarelliste. Moi, je suis aquarelliste au départ, mais ce sont des encres acryliques parce qu'elles sont plus costauds, parce qu'elles me permettent en fait aussi un travail en superposition en glacis. En fait, moi j'aime bien, comme je fais un lavis au départ, j'aime bien qu'il y ait une espèce de transparence de chaque couche et je joue sur les densités, ça crée de la lumière aussi, c'est quelque chose qui est moins facile à faire avec de l'aquarelle traditionnelle. Donc ces encres acryliques sur lesquelles on ne peut pas revenir, qui ne pardonnent pas grand chose, mais elles permettent aussi ce travail de glacis qui donne une profondeur en fait dans les couleurs qu'on n'a pas forcément à l'aquarelle traditionnelle. Voilà. Non, là c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que vous partagez, il y a un dénominateur commun qui reste le lavis. Vous avez des façons de travailler qui est aussi un peu différentes. C'est vrai que Marc, c'est comme si tu avais des calques sous Photoshop mais que tu réutilises, mais que ta marge d'erreur, parfois, c'est vrai que tu peux difficilement faire un retour en arrière, d'après moi. Non, mais c'est vrai, il faut être assez décomplexé, parce que les ratures, tout le monde les voit, donc ça ne pardonne pas, c'est vrai. Et là, on va parler des projets futurs. Petite question aussi, curiosité. Quel roman graphique, quelle bande dessinée tu as vu dernièrement, même du passé, tu te dis, ah ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aurais voulu faire. Est-ce que tu peux nous parler des projets que tu souhaites développer en ce moment? Et aussi une question qui est plus générale sur l'essor de la bande dessinée au Luxembourg. C'est vrai que le livre qui s'appelle Fortification, c'est un magnifique portfolio pour moi sur la scène luxembourgeoise, et de voir quel est ton ressenti par rapport, pas uniquement au festival de Conturn, mais de voir comment évolue la bande dessinée au Luxembourg. Ça fait beaucoup de questions, je sais. Ça fait beaucoup de questions. J'essaye de revenir vers la première question que tu m'as posée. Disons que j'évite de me faire trop influencer par les albums actuels qui paraissent, parce que j'ai toujours mes propres projets, et quand je me laisse trop influencer, ça risque de me gâcher un peu je sais pas, les influences, c'est pas toujours bon. C'est pas. On peut s'inspirer, mais on a parfois, on s'efforce à faire quelque chose qui n'est pas très utile. Donc j'évite, évidemment, je lis constamment des nouvelles parutions, mais j'évite celles où je me dis, ouais, mais il faudrait que tu fasses comme ça. Par contre, pour mes nouveaux projets, là, c'est toujours le prochain projet, c'est celui dont je rêve, parce que ça sera le projet ultimatif. C'est clair. Et là, je suis sur quelque chose de nouveau avec Jean-Luc Schlasser, sur quelque chose, je ne sais pas encore ce que ça va donner au niveau éditorial, mais en tout cas, c'est une dystopie. Ça sera quelque chose de pas historique, mais qui va évoluer dans le futur. Avec une prépublication également, comme dans le jeudi ou... Probablement pas, non. J'ai pas tout le jeudi n'existe plus, et puis les autres, ils font pas trop. Donc ça règle la question. C'est un moteur d'être prépublié ? Là, pour le Yaz, c'était un moteur parce que, comme je disais tout à l'heure, la plupart du temps, j'ai des commandes que j'exécute. Et là, c'était la première fois que j'avais pas de commande. Donc, il fallait bien que ça soit, réaliste au niveau financement aussi pour moi. Et ça avait l'avantage, c'était très modeste, mais ça a été rémunéré, et donc ça m'a permis d'avancer sans trop me faire de soucis pour gagner ma vie, quoi.
La force de la scène luxembourgeoise, c'est aussi d'avoir peut-être accès sur différentes publications dans différentes langues. Est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne sur certains de tes albums qui sont parfois été publiés dans plusieurs langues? Disons que là maintenant, celui-là, le Yaz, il a été édité d'office en français et en luxembourgeois. Puis il a été traduit en allemand, il est paru chez un éditeur allemand, de qui j'attends toujours des nouvelles parce que c'est tombé en pleine période Covid, donc j'attends un peu que les choses avancent pour aller voir, pour aller sur des festivals et pour voir ce que ça va donner. Parce que c'était justement les 2 ans, les 2 albums sont parus pendant les 2 ans où il ne s'est rien passé. Pour ce qui est des autres auteurs luxembourgeois, c'est un peu pareil. Je pense que c'est bon. On a un avantage, c'est vrai. D'un autre côté, on a vraiment une très petite scène ici, hein, donc c'est vraiment confidentiel. C'est pas, si on n'essaye pas de franchir les frontières, on reste assis sur nos albums. Hein. La seule exception, c'est justement ce que tu viens de citer, Fortification. Là, ça a été vraiment un gros succès. Parce qu'on a été malin, on a trouvé un sujet qui pouvait intéresser un peu tout le monde, et puis il y avait ce fameux 25e anniversaire de la présence de Luxembourg au patrimoine UNESCO. Donc il y avait quelque chose à fêter, et là les gens ils sautent toujours sur l'occasion. S'il y a quelque chose à acheter, ils l'achètent. Et ça a été vraiment un gros succès pour tous ceux qui ont participé. Et là aussi, c'est comme tu disais, c'est un peu un portfolio où tout le monde montre un peu ce qu'il sait faire, et on voit très vite qu'il n'y a pas une tendance ou une école qui domine. C'est vraiment des influences de tous les côtés, de tous les coins du globe. Et tu parlais d'écoles, je reviens sur la partie enseignement. Tu es parti en Allemagne, en ce moment, une génération au Luxembourg qui souhaiterait... tu as également enseigné, Vincent, qui souhaiterait apprendre la bande dessinée, vont plutôt à Strasbourg, Saint-Luc à Bruxelles, ou les Gobelins, Émile Cole, ou des écoles au Luxembourg de bande dessinée se sont créées ou pas encore? De bande dessinée, non. Il existe, je sais pas, peut-être que quelqu'un s'y connaît mieux que moi, mais en tout cas, il existe une école pour le film d'animation. Ça, oui, mais pour la bande dessinée, il n'y a rien. Et je pense que pour les études à l'étranger, Vincent, il saura mieux conseiller les gens que moi. Parce que Oui, il y a pas mal d'écoles du côté français. Celles que tu as citées sont très bien, que ce soit Strasbourg, Émile Cole à Lyon, Paris, les Gobelins, bon, tout ça, ou même Angoulême, pourquoi pas. Voilà. Et Saint-Luc, Belgique, ça marche bien. Ouais, bon, c'est peut-être le moment de créer une école. Ça serait marrant de faire ça à Luxembourg. Moi, je serais assez preneur. J'habite juste à côté. Et effectivement, j'ai enseigné 10 ans donc, à l'ENAI, qui est une école qui a été montée par un ancien d'Émile Cole. Donc, bon, après, c'est vrai que bon, il n'y a pas trop de mal à se déplacer. Et puis, ma foi, s'il faut aller en Belgique ou ailleurs, ou en France, je suppose que les étudiants, ceux qui cherchent à apprendre la narration, sauront faire, quoi. Il n'y a pas de souci, on peut donner quelques adresses et quelques conseils s'il y en a qui veulent. Ouais. Et on arrive vraiment à la toute fin de la table ronde. J'ai une toute dernière question pour toi, Vincent, et après, ça sera à vous, si vous souhaitez poser des questions à Vincent et Marc. C'est vrai que Lorraine Cœur d'Acier est sortie depuis plusieurs mois. Quel sentiment tu as par rapport à... maintenant que tu es de Longwy, d'adoption, que la ville de Mont-Saint-Martin a fait l'acquisition de l'original, donc toujours ce travail sur la transmission. Et comment tu te sens par rapport à tout ceci? Et je terminerai juste, et je pense que c'est le futur de la bande dessinée à chaque fois, c'est est-ce que ça ne te manque pas d'enseigner? Je suis très content de la vie de l'album. Alors ça marche mieux, plus il y a plus d'écho. Évidemment, dans le Grand Est, comme on dit en France, ou un peu plus dans le Nord, dans les régions ouvrières, tout bêtement.
Il y a eu surtout une grosse exposition qui a été faite par donc la médiathèque départementale qui est à Laxou, mais c'est la médiathèque départementale donc de Meurthe-et-Moselle. Ils ont fait une très très belle exposition qui tourne dans toutes les médiathèques. Souvent, ils nous invitent. Il y a eu des choses qui sont faites aussi avec des gens qui font du documentaire, entre autres Maxime Simone, qui a fait un film documentaire, un moyen-métrage qui s'appelle De sueur et d'acier, si je me souviens bien. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont déclenchées autour de l'album, autour de la mémoire ouvrière. Il y a un appétit là-dessus, et ça, je suis assez content que l'album, avec d'autres choses, il y a des pièces de théâtre, il y a des romans, il y a plein de trucs, participe un petit peu à ça, à cette histoire ouvrière qu'on transmet. Et puis, il y a des chouettes moments, quoi. À Fouques, par exemple, on n'avait que des anciens ouvriers qui étaient assez contents de se raconter aussi eux, après qu'on ait présenté notre travail. Enfin voilà, quoi. Donc non, il y a des chouettes choses qui se passent. Et puis sur l'enseignement, oui, j'aime bien l'enseignement. Alors après, j'en ai fait 10 ans, alors sans dire que j'en ai fait le tour, c'est vrai que j'avais envie de passer à autre chose. J'y retournerai assez volontiers. Ce que j'aime bien faire maintenant, c'est des ateliers. En fait, je fais assez régulièrement des ateliers, alors en prison, entre autres, sur Metz. Donc ça, c'est des moments qui, humainement, sont plutôt riches. Je fais aussi des ateliers avec des plus petits, et ça me plaît bien, de la narration, de la BD, avec des jeunes filles qui voudraient faire du manga, ça m'amuse aussi. Donc voilà. Pourquoi pas faire autrement à un moment ou à un autre, mais j'ai toujours conservé en fait quelque chose qui est un peu la transmission, apprendre la narration. Ça, c'est quelque chose qui me motive encore bien. Donc je continue à le faire. Voilà. Moi, pour les questions, c'est à vous. Si vous avez des questions à poser à Marc et Vincent, faut pas hésiter. Est-ce que c'est toujours le... Ouais. Ouais. C'est pour le... La prise de son. Bonsoir déjà, merci pour toute la présentation. Et moi j'ai une question très simple, c'est quand vous sortez une BD qui a pris beaucoup de temps à être réalisée, est-ce que vous n'avez pas un petit sentiment de soulagement ou il n'y a pas quelque chose qui vous manque à ce moment-là et vous dites peut-être que je voudrais pas la sortir ou je sais pas. Si, un peu. Alors, non. Ce qui est très drôle quand on arrive au bout du processus, qui est long, pour moi, 1 an et demi, c'est que j'étais tout seul avec l'album. J'ai eu ma famille à qui j'ai montré des planches, que je remerde d'ailleurs, parce qu'à force de regarder un peu tout le temps les mêmes trucs, c'est bon. Ils veulent bien me faire des compliments, mais voilà. Je les montre, évidemment, les premiers lecteurs sont les copains. On a tous un Instagram, Facebook, on a 2-3 réactions, mais voilà, on est tout seul avec l'album pendant longtemps, et il y a un petit moment, un peu de vertige au moment où il sort, et puis où tout le monde le lit, et où il nous appartient plus, et où finalement on a le retour des gens. Alors, les lecteurs éventuellement en festival, les journalistes s'ils veulent bien en parler, etc. Donc, il nous appartient plus. Et il y a un petit quelque chose qui est assez marrant, de laisser partir l'album, de laisser le vivre tout seul, et puis de se dire c'est le bon moment pour démarrer autre chose, parce que on laisse partir, vas-y vite à vie petit album, et puis on démarre une autre histoire et une autre collaboration. En général, c'est une bonne motivation pour aller vers autre chose après. La chose à éviter, avant tout, c'est de ne pas avoir de projet suivant. Ouais. Il faut toujours avoir un truc, même si ça c'est assez fastidieux, de rechercher de nouveaux projets quand on est encore en train de bosser sur le travail en cours, mais on a toujours intérêt à avoir une suite, parce que sinon on tombe dans un trou. Dans un espèce de blues comme ça, où on picole et compagnie, ça ne va pas du tout. Donc il faut avoir un autre projet, c'est un bon conseil. Ouais.
Et, Le blues de l'accouchement, comme dirait mon et pour compléter ta question, quand la dernière planche est terminée, en général, quel est le laps de temps entre le moment où vous rendez la dernière planche et le moment où ça sort en librairie, le livre est publié? Moi, franchement, je range mon bureau et je continue. J'aime pas chômer comme ça pendant des semaines. Non, il faut vraiment. Bon, évidemment, on perd du temps en cherchant, en se documentant et en faisant des croquis et tout ça, quoi. On ne se m'étonne pas tout de suite à la planche numéro 1 du prochain album. Mais disons que moi, personnellement, j'aime pas traîner, parce que sinon, si je me mets à traîner, j'arrête plus. Hein. Clairement. Sur la fabrication et donc le temps qu'il y a entre le moment où on rend les planches et puis il faut scanner, il faut que techniquement il y a des choses qui se passent. Enfin, le lettrage par exemple va être installé pour moi après et ensuite il faut tout le temps de fabrication que l'imprimeur s'empare du truc et puis le fabrique. Donc il se passe bien 3 mois quoi. Entre le moment où on termine l'album et le moment où il va peut-être sortir, voire plus, ça dépend. Là, ces derniers temps, le Covid a impacté un peu tout, y compris les sorties d'albums. Donc, il y a des albums qui seront sortis bien plus tard, qu'on voit. On a eu le temps de commencer à bosser sur autre chose avant qu'ils sortent. Et ça, les réseaux sociaux aident à avoir des retours de la part, en attendant ces fameux 2-3 mois entre tiens, ça va être la première date de sortie en librairie, ça permet de patienter. Oui, et puis de faire vivre l'album surtout. En fait, c'est le principal intérêt des réseaux sociaux, au-delà du fait éventuellement de s'épancher, de montrer des photos de son chat. Quoi. Quand on est auteur, ça fait vivre tout simplement l'album, le projet. Sur Instagram, je mets des étapes du dessin. Les gens aiment bien voir décrayonner dès la vie. Je vais mettre quelques images aussi sur Facebook ou sur Twitter. Enfin voilà. Quoi. Donc c'est plutôt là pour le coup faire un peu de travail de promotion en amont qui est intéressant quoi. Une autre question, Franck? Oui, je suppose que, je suis à peu près sûr que le travail d'un artiste, d'un créateur, d'un illustrateur, malheureusement, peut-être ne constitue pas uniquement dans le fait de créer, de travailler sur des dessins, sur des planches, sur des albums. Il y a tout un travail autour de contact, de communication et tout ça qui est indispensable. Je pense que c'est une question importante aussi pour des jeunes artistes qui veulent commencer, qui veulent oser l'aventure. Et sur ça, je pense que ce qui me manque pour le moment, c'est le rôle de Nicolas qui en fait a fait la modération de cette discussion, mais en fait qui lui joue un rôle assez important aussi dans tout cet ensemble qui constitue à imaginer, à créer et puis à essayer de vendre le résultat de votre travail. Nicolas, en tant qu'agent littéraire spécialisé dans la bande dessinée, quel est ton rôle dans tout ce processus ? Alors, il faut que je réponde. Alors, c'est une chaîne du livre, et c'est vrai que ne serait-ce qu'en français, il y a 5000 nouveautés par an. Donc moi, modestement, mon travail, c'est de présenter les bons projets aux bonnes personnes. Donc il y a beaucoup de projets qui sont proposés à Futuropolis, que ce soit Claude Gendreau, Sébastien Gnadig, Alain David. Et c'est vrai que moi j'apporte 20-25 projets, dont projet de cette dessinatrice sud-coréenne en fait. Et c'est le travail d'agent littéraire, c'est un peu un couteau suisse, c'est de faire un filtre. C'est le filtre que vous avez fait avec Tristan au moment de la discussion avec Claude, de savoir quel est le projet le plus intéressant à ce moment-là. Après, mon travail, c'est de regarder quelle est la maison d'édition sera la plus à même pour accueillir le projet. Pas uniquement financièrement, mais de se dire
bien sûr que il faut que la valoir, donc l'avance sur doigt, soit serein pour les auteurs, mais aussi de dire quel est le niveau de priorité, que sera ce projet-là qui va sortir dans 10 mois, 1 an ou dans 1 an et demi. Et après, il y a tout un travail de relecture de contrats. Les contrats d'édition, en général, sont très défavorables. Ça bouge grâce au SNAC, grâce à la charte des illustrateurs, Centrale Vapeur et tout le dialogue interprofessionnel. Mais en fait, c'est une bataille de tout temps. C'est vraiment de faire attention à tout ceci. Et moi, mon métier ne s'arrête pas au moment de la signature d'un contrat. C'est vraiment que le livre, c'est ça qui est difficile, ne serait-ce que dans l'espace francophone, c'est que tu as 5000 nouveautés. Partition irlandaise est sortie, je pense, hier, ou va sortir. Il est sorti il y a une semaine. Et c'est vrai que on parle de plus en plus de livres invisibles. Et tout se fait en amont, en fait. C'est ça qui est difficile. C'est que, je ne sais pas ton ressenti, mais par exemple, sur le dernier livre de Kumsung Jandrikim, tout se décide au moment où l'éditeur veut le faire, ou pas. Mais aussi, il y a des signaux. 4 mois avant, au moment de ce qu'on appelle la réunion commerciale. Donc les représentants qui vont faire le tour des librairies vont se dire, est-ce qu'on a vraiment envie de le défendre ? Et ça passe par la force du projet, un terme que j'aime pas, mais c'est une réalité, le storytelling qu'on inclut. Là, par exemple, dans Lorraine Corde d'Acier, le storytelling, il est juste énorme. Quelqu'un qui est de Metz, tu es à Longwy, et déjà à partir de là, la focale sur les journalistes, elle est forte, même si on est sur quelque chose de géographique, mais ça fonctionne ainsi. Et c'est vrai que moi, mon métier, c'est de faire bouger, pour les projets que je représente, de jamais faire que les éditeurs se reposent, entre guillemets, éditrices se reposent sur le laurier et se dire le livre est en librairie et on verra. Ça ne dit pas que ça marche à chaque fois, mais au moins on essaye de donner tous les moyens pour trouver un public. Et des fois on a des bonnes surprises et des fois on a des mauvaises surprises. Mais ce qui est le plus intéressant, et après j'arrête de parler de moi, c'est sur ma fonction, c'est d'accompagner des auteurs sur des cycles longs. Et c'est vrai que parfois, je pense que c'est pour ça que tu restes chez Futuropolis, parce que tu te sens bien chez eux, et qu'il y a un équilibre entre ce qu'ils te proposent en termes au niveau éditorial, oui, financier, etc. Les albums, c'est comme tu le dis, quelque chose qu'ils savent faire. Ils montrent qu'ils ont envie de l'histoire, de l'album, et puis ils le font bien, et ils le font pas. En fait, alors il y a une petite maladie chez les éditeurs qui date des années 90. Ils ont tous voulu être les plus gros les uns que les autres, si bien qu'on a une espèce de pléthore d'albums. Alors j'aime tout le monde en BD, mais bon, voilà, une fois que y a trop d'albums qui se ressemblent un petit peu, ils ont du mal à exister. Donc c'est trop. Enfin. Voilà, on va faire un album jeune auteur, il va se vendre à 3000 exemplaires et puis on fera pas un deuxième. Donc où est l'intérêt ? Alors je vois à peu près où est l'intérêt au niveau de l'éditeur, parce que finalement sur le nombre d'albums, il finit par faire son chiffre, et puis il y a juste gros. Moi je préfère en fait des éditeurs qui en font un peu moins, qui aiment leurs albums, qui les défendent bien. Alors oui, ça passe aussi par les commerciaux, c'est assez normal, c'est la loi du truc. Et puis voilà. Et c'est vrai, tu parlais de storytelling, ouais, très bien. C'est un éditeur qui est capable de faire ça, ou un agent qui est capable de le faire aussi, qui est capable de le vendre aux journalistes, de faire réagir sur un album. Tout ça, ces gens qui sont capables de faire ça sont intéressants. Et donc, je préfère Futuropolis pour ça. C'est pas le seul bon éditeur, évidemment. Marc, si tu veux, moi je rajoute juste un élément. C'est vrai que la clé en ce moment dans l'édition, c'est tout le monde publie des projets. C'est bête, mais Dargaud, Casterman, etc. Mais combien de structures ont une capacité d'écoute pour comprendre
quels sont les projets à différents niveaux de la création du projet. Là, par contre, il n'y a pas beaucoup de structure. Et c'est vrai que ça peut être surprenant. Un projet peut arriver, si le travail n'a pas été bien fait en amont, l'attaché de presse a le livre qu'elle a ou qu'il a moyennement ou peu lu et se retrouve sur une espèce de patate chaude à défendre. Mais si tout est fait et bien fait en amont, là, par contre, ça change tout. Mais c'est du temps, c'est de la discussion. Ce qui est complexe, c'est que avec les visios, les zooms, tout ceci, c'est plus complexe. Alors que lors d'un déjeuner, lors d'une rencontre avec une personne, on peut en parler. Et tu parlais de Futuropolis. Futuropolis, la surface, je pense que c'est peut-être... ah oui, il y a personne, et puis ils sont vraiment pas très nombreux, quoi. Mais clairement, oui, l'édition intéressante, c'est de l'humain, évidemment. Et c'est quelque chose qu'on ne soupçonne pas comme jeune auteur. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui... J'adorais dessiner dans mon coin et puis que personne ne vienne m'embêter. Et je me suis contenté de ça peut-être pendant un moment au départ. Mais j'ai commencé à faire de la BD et être intéressant à partir du moment où j'ai su aussi un tout petit peu me vendre. Alors trouver évidemment les bonnes personnes avec qui travailler. Mais voilà, ça fait aussi partie d'un travail d'auteur. On a envie de raconter une histoire. Ou alors romancier, dessinateur ou autre, ou même illustrateur, si on ne sait pas mobiliser les bonnes personnes et aller voir et décrocher les contrats, discuter avec les personnes, il ne se passera rien du tout, quoi. Ça ne sert pas à grand-chose finalement d'avoir du talent, mais dans son coin. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, bien sûr les contacts, mais aussi avec l'expérience de gérer le temps. Et les hiérarchies de choses, de se dire tiens, qu'est-ce que... Et puis d'apprendre à... Ça, c'est vraiment au tout début, quand des personnes sortent des écoles, de savoir dire non à des contrats ou des projets qui sont toxiques et qui, malheureusement, la personne se dit ok, je vais le faire, mais en fait, ça, c'est à vous de répondre. Mais votre travail repose sur une base de confiance sur ce que vous faites. Et si, dès le départ, ce rapport de confiance-là, la personne se dit j'ai accepté pour ça, la personne ne revient pas en général à refaire malheureusement de la bande dessinée. Elle part sur d'autres choses, sur l'illustration, sur de l'anime ou autre, quitte à plus tard à revenir dans la bande dessinée, parce que dans l'anime, vous êtes une goutte d'eau sur une grosse prod. Et que la bande dessinée, ça reste des métiers d'artisans. Ça, c'est à vous de dire, mais je trouve qu'on c'est sur des formats sur mesure. C'est vraiment sur de l'humain. D'accord avec tout ça. Ouais. Non, moi, l'édition, franchement, je suis novice là-dedans. Je vais peut-être pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai rien de nouveau à raconter de ce côté-là. Mais ça serait une envie aussi, peut-être au Luxembourg, qu'une personne se dise tiens, je crée une ligne éditoriale. Le Luxembourg était à la foire de Francfort il y a quelques années. C'est la première fois qu'il y avait un pavillon du Luxembourg. Et c'est vrai que, en France, l'association, c'est 7 dessinateurs qui étaient en quête d'éditeurs. Est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresserait de voir quelqu'un? Et toi, personnellement, est-ce que c'est pas quelque chose qui t'intéresserait ou d'animer une revue, même en ligne? On en discute au sein de notre ASBL que tu as nommé tout à l'heure, les Amis du 9e art. On est vraiment une poignée de personnages, quoi, de 6 ou 7 dessinateurs et 2-3 scénaristes, c'est tout. Mais on essaye, justement, comme tu disais, on essaye de se lancer dans l'édition, ne fût-ce que à titre sans but lucratif, quoi. Mais justement, l'album Fortification, c'était un premier jet, et je pense qu'il y en a d'autres qui vont suivre. D'ailleurs, on est en train de travailler dessus. Mais de là à dire, on va se professionnaliser en tant qu'éditeur, il y a encore un chemin à parcourir. J'avais oublié de te poser cette question-là, Vincent. En quelques mots, comment tu peux définir la relation de travail avec une maison d'édition? En quelques phrases, comment tu pourrais la définir? Sur quelque chose refuge,
écoute. Bon, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, hein, là sur Futuropolis et d'autres. J'aime bien, moi, les petites structures qui écoutent. Et puis les éditeurs sont évidemment nécessaires parce que tout seul c'est compliqué de faire un album. Ça commence à être tout à fait possible, hein. Il y a des campagnes de crowdfunding, des choses qui se font, qui sont intéressantes. Souvent l'écueil c'est un peu la diffusion. Il y a aussi des formules qui arrivent qui sont un peu détestables chez Amazon et d'autres que j'aime pas trop, mais pourquoi pas. Peut-être que y aura moyen d'exister aussi comme auteur de BD avec ces systèmes-là. Je continue à aimer plutôt les éditeurs, mais encore faudra-t-il que les éditeurs aient une espèce d'intelligence au niveau des auteurs. Il y a une vraie paupérisation du côté des auteurs. Il y a de moins en moins de sous, surtout quand on démarre. Donc si les éditeurs continuent à faire quelque chose à très court terme, il y a un moment où il y aura d'autres solutions qui sont privilégiées. L'édition marche très bien. On sait que, je crois que l'édition BD a pris 140% pendant le Covid, un truc dans ce style. Donc c'est vraiment un truc gigantesque. Il faudrait que, pour le coup, les habitudes d'édition change un petit peu, et puis qu'il y ait une protection supplémentaire au niveau des auteurs. Là, ça fait longtemps que le SNAC, la Ligue des auteurs, la Charte des auteurs luttent un peu pour ça, et que finalement, il y a quelque chose, en tout cas du côté français, qui se passe pas très bien sur la représentation des auteurs et sur le politique qui se contente en fait d'écouter les syndicats d'éditeurs et pas tellement ce que vivent les auteurs. Donc voilà. Les éditeurs, on les adore. Il faudra probablement que nos rapports avec eux évoluent plutôt dans un autre sens, un meilleur sens, j'espère, ces prochaines années. En sachant que je partage tout à fait, c'est que à situation dégradée aux États-Unis, la plateforme de crowdfunding Kickstarter est devenue le deuxième éditeur de bande dessinée aux États-Unis. Oui, ça nous prend au nez. Hein. Parce que le rapport de confiance s'est cassé et que de jeunes créateurs, il y a de très belles écoles aussi de bande dessinée aux États-Unis, les personnes préfèrent faire une campagne de crowdfunding, etc., etc. D'autres questions? Nicolas, je sens que tu veux poser une question. Ce serait plutôt par rapport à la censure. C'était une question qui m'avait trotté la tête la dernière fois et je ne l'avais pas posée. Mais quand on sait que vous êtes sur les réseaux sociaux et on voit un peu toute la haine qu'on peut avoir sur une image qu'on pourrait avoir dessinée ou sur une erreur historique, est-ce que des fois on se dit pas tiens, je vais m'auto-censurer sur ce dessin-là ou sur cette histoire-là pour éviter d'avoir trop de problèmes par rapport à votre histoire ou par rapport à autre chose, hein, je sais pas. Tu t'es censuré, toi ? Personnellement, non. J'essaye d'éviter ça, mais disons que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Hein, toutes ces histoires de cancel culture, tout ça, c'est vrai que ça vous trotte dans la tête. Hein, comment est-ce que parfois il y a vraiment on travaille dans les clichés, nous. Hein, si on veut raconter une histoire. S'il y a des personnages, il faut avoir des archétypes. Il faut avoir le méchant et le bon, si on veut. Si on parle très grossièrement, il faut avoir des hommes et des femmes et tout ça. Mais on risque à chaque fois de tomber dans un truc où quelqu'un vient et dire oui, mais là, c'est misogyne ou c'est, je sais pas, raciste ou patriarcal ou n'importe quoi. Et ça va très vite et c'est franchement chiant. Oui, j'imagine. Juste un petit exemple, la table ronde précédente, donc il y avait Zena Abirachet qui était là, et j'avais vendu les droits de Je me souviens Beyrouth aux États-Unis. Et l'éditeur qui travaille énormément avec les bibliothèques, c'est un énorme marché aux États-Unis,
avait voulu faire modifier à Zéna une scène, c'est un récit autobiographique, où c'était pas une scène de sexe, hein, elle dormait juste à côté de la personne avec qui elle était à ce moment-là, et c'était pas stipulé qu'ils étaient mariés. Donc ça peut paraître étonnant, mais la censure, parfois, on la retrouve dans certains endroits qu'on ne pense pas. Je vous renvoie à ce qui s'est passé avec Art Spiegelman, par exemple, et Mauss, malheureusement, sur dernier temps en bibliothèque. Et c'est vrai, travaille également avec la Chine continentale. Là, par contre, oui, la censure, elle est tout ce qui est politique, etc. Ça ne passe pas. Donc c'est pour ça qu'il y a peu de bandes dessinées en traduction en Chine, à part des albums surtout jeunesse. Hein. Donc la censure, elle évolue selon les époques, selon les moments, et des fois on la retrouve à des endroits où ça peut être étonnant. D'autres questions ? Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, non. Eh bien, moi, je vais en profiter vraiment pour remercier Franck, Olivier, Claudia et Alison et toute l'équipe du Musée de la Résistance de me permettre d'animer ces tables rondes. Remercier Vincent et Marc vraiment sur cet échange. J'espère que cet échange vous a plu. Je vous invite à aller voir l'exposition Qui cherche la paix, donc sur France Mazerel, qui est souvent présenté comme l'un des pères fondateurs du roman graphique. Et je vous souhaite une bonne soirée et merci encore Marc et Vincent. Merci à vous, merci à toi.